et doublage commandé par AB Productions. Ouais. À l'époque. Et du coup, est-ce que vous savez combien ça représente au total de temps de programme que vous avez doublé à toutes les deux? Non, nous on est dans la partie artistique, donc tout ça. Durée totale de programme doublé, plus de 35 jours non-stop. Si on veut regarder tout Naruto, avec tout un jour One de Piece, 24 heures. ouais, sans pause pipi, sans rien, tout à Ah, si tu les mets bout à bout. 35 jours, avec de plus d'un mois de diffusion, c'est quand même pas mal, non? C'est quand même pas mal, Mais non? c'est pour les deux, non? Pour Naruto. C'est pour Naruto et One Piece, ouais. Et en plus, j'y compte même pas Boruto qui se poursuit encore. Ouais. Je suis un homme, fils, j'ai 40 piges. Comment vous vous êtes retrouvés du coup à doubler Naruto et Luffy? Qui veut commencer? Vas-y, Bah non, parce que t'as commencé avant moi. c'est des politesses. Écoute, moi j'ai commencé. Voilà, moi je n'y connaissais rien. Je n'avais fait que très peu de mangas. Et je faisais pas mal de voix de gamins, de petits gamins, de pré-ados, d'ados. Et donc on est en général 3-4 comédiennes à être mises sur un rôle au casting. Et puis j'ai été retenue. Voilà. Parce que l'énergie correspondait bien. En général, je fais des gamins un petit peu agités, qui ont la gouaille, qui sont sympathiques et qui y vont, qui ont plein d'énergie. Et bon, ça a bien correspondu à Naruto enfant. Tu te souviens des scènes? On t'avait demandé de doubler des scènes particulières. Alors la seule scène que j'ai faite pour le casting, c'était la scène des ramen dans le bar. Elle a dû manger des ramen du coup pour montrer. Voilà, et je l'avais dit cette fameuse phrase: un jour je deviendrai le plus grand des Hokage. Ça vous plaît? Ça vous dit quelque chose? Oui. Et du coup, pour One Piece, comment ça s'est passé? Eh ben, je pense qu'il y a un certain nombre qui connaissent l'histoire. J'ai refusé 3 fois. J'ai dit non, je ne vais pas venir passer ce casting. Alors c'est vrai que je ne connaissais pas du tout ce manga. Et puis j'avais fait des petits rôles dans des mangas, des petits rôles voilà, où ça criait beaucoup. Et donc je disais non, parce que j'avais à l'époque beaucoup de travail au théâtre et beaucoup de travail en général. Et donc je ne me voyais pas pour un rôle important. Et puis voilà, à force de dire non, qu'on me rappelait, et puis que mon petit neveu qui aime le Japon et les mangas, il dit mais elle est folle, c'est un manga génial et c'est un rôle qu'elle va adorer. C'est un rôle formidable, il a pas tort. J'ai fini par aller au casting. Et c'est ce qui est formidable quand on s'en fiche un peu, enfin on ne joue pas sa vie, on est très relax. Donc j'ai abordé ce casting parce qu'il y avait quand même les Japonais, enfin quelques représentants japonais. Et pas. Alors, ils sont un peu impénétrables en fait. J'ai déjà raconté que le japonais faisait ça. En fait, je suis même pas sûre qu'il faisait ça. Il était très concentré, très sérieux, comme ça. Mais c'était pas très encourageant, justement. Enfin, moi qui ai toujours besoin qu'on me témoigne de l'affection, je me disais, bon, mais ça fait rien. Et puis à un moment, il a dit quelque chose en japonais, donc je ne vais pas faire ma mauvaise imitation du japonais. Et son assistante a dit là, il a entendu le timbre de Luffy, il a entendu la voix de Luffy. Donc il lui demande de refaire les 3 boucles, hein, les 3 séquences, pour voir si c'était un hasard ou si elle est vraiment capable de le faire. Parce qu'après, il faudra le tenir sur un certain nombre de temps. J'imaginais pas que ce serait autant d'années. Et puis bon, j'ai refait, et 3 jours après, on m'a dit que c'était moi qui l'avais. J'étais quand même content. Mais tu savais que c'était déjà une série culte. C'est ce que tu avais. Mais Tu avais conscience que c'était. pas vraiment. C'est ça. Je m'en suis rendu compte après. Oui, pareil, quoi. Ouais. Je savais vraiment. Mais mon frère m'avait dit. Ouais, bah, Il m'a dit, tu vois, les plus de jeunes. ce que c'est. Puis je dis, non, pourquoi, c'est quoi? Et puis alors il m'a expliqué. Est-ce que vous avez conscience de partir pour une série qui allait vous occuper pendant plusieurs années? Mais non, parce qu'on ne se rendait pas. Enfin, personnellement, non, on ne s'en rendait pas compte. Déjà, il fallait que ça fonctionne en français, avec la version française. Ouais, Il fallait que ça fonctionnait bien en japonais, qu'il y avait de la diffusion sur les réseaux internet, qu'il y avait une façon de les regarder en sorte de storyboard comme ça, ou quoi. Le manga qui était diffusé les pages. Tout au départ, c'était ça en fait. Et donc moi, je ne me rendais pas compte du succès que ça allait prendre. Et peut-être que si j'avais su que ça durerait combien maintenant? Moi, ça fait plus de 20 ans. Ouais, c'est ça. Je sais pas si j'aurais dit non, mais je veux dire, c'est un peu effrayant. Alors maintenant, par contre, si on essaie de me le toper, mon petit bonhomme, je mords, parce que c'est à moi. Non, mais je l'aime vraiment bien. J'ai appris il donne une énergie comme le personnage de Carole.
une énergie positive, joyeuse, même s'il est un peu naïf et un peu énervant de temps en temps, comme moi. Et il est sympathique, voilà. Il est attachant. C'est quoi? Attachant. Oui, il est attachant. Et c'était pas trop intensif, parce que du coup, quand vous avez commencé à prendre le rôle chacune, il y avait déjà énormément d'épisodes à rattraper. Est-ce que vous avez vraiment doublé, je sais pas, 200, 300 épisodes quasiment d'un coup, ou vous avez fait saison par saison, ça a été plutôt... Au début, c'est vrai que, mais je sais plus si c'est parce que je découvrais quand même un peu l'intensité. J'avais jamais fait un personnage de garçon avec cette voix-là. J'avais fait en fait des personnages très mignons dans une série qui s'appelait, je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, Dino Train. Oui. Est-ce que quelqu'un se souvient de Théo? Dans Dino Train, c'est le plus mignon. Il est très maladroit, il est toujours à côté de ses poupées, il parle un peu comme ça. Et il est en retard, il se trompe et tout, voilà. Et donc, c'est pas vraiment la voix de Luffy, tu vois. Peut-être que j'avais fait des choses, les gens qui travaillent avec nous, les DA, ils ont l'habitude des voix, donc ils se rendent compte. C'est le directeur artistique. Merci, non mais elle a raison, il faut préciser. Donc, et Luffy au début, il n'y a pas une grande différence avec maintenant. Mais la voix de Luffy, quand on regarde les premiers épisodes, c'est un peu comme ça, quoi. Et puis après, voilà, c'est ça, il y a une progression. Mais je savais certainement pas que ça allait durer autant d'années et que ça allait nous emmener là, face à vous, face à un tel succès qui est quand même bien agréable. Puis il faut savoir que nous, on est des comédiens de l'ombre, enfin, on fait du théâtre, et même du cinéma parfois. Mais c'est vrai que quand on fait du doublage, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un public, un échange avec un public, et à vous rencontrer. Et c'est très émouvant depuis quelques années, cet engouement, cette visibilité que vous nous offrez en témoignant votre intérêt, votre passion pour cet univers et pour le travail des versions françaises. Ça nous touche énormément parce qu'on se dit, mais il y a un public, il y a vraiment des gens qui sont touchés par le travail qu'on fait également. Ce n'est pas que le personnage ou que la série, il y a également sur la part artistique que l'on a en tant qu'acteur, en tant que comédien, en tant qu'interprète. Et on se rend compte il y a en face de nous vraiment un échange humain avec vous. Donc merci beaucoup d'être là et de témoigner cet intérêt envers nous. Et on se rend compte on se rend compte qu'on est intervenu évidemment sans le savoir dans vos vies privées, dans votre progression, dans votre chemin de vie, à des âges où vous avez rencontré parfois des épreuves ou des choses difficiles. Et je pense que Carole aussi, oui. On a eu confidence parfois de votre part quand on fait les dédicaces, de moments où regarder One Piece ou regarder Naruto vous a aidé, vous a donné de la force, vous a donné du courage. Et ben ça c'est un cadeau, mais énorme. Moi j'étais... On dit que si on fait ce métier, rien que pour une personne qui y a trouvé de l'intérêt pour aller mieux, pour être mieux dans sa peau, c'est déjà une grande victoire. On a bien choisi ce métier. Ouais. C'est pour ça qu'on essaie de le faire bien. Et bien justement, on va vous donner la parole. C'est déjà des questions dans le public. Et levez bien haut la main qu'on puisse vous donner la parole. Ouais, juste devant là, juste devant Sébastien. J'ai pas eu le temps tout à l'heure de faire une dédicace, je peux la faire maintenant. Je n'ai pas compris, pardon, excuse-moi. J'ai pas eu le temps de faire une dédicace tout à l'heure, je peux la faire maintenant. Tu veux faire une dédicace, qu'est-ce que tu veux dire? Vocale ou tu veux que je te signe quelque chose? Signé. Ah, mais tout à l'heure. D'accord. Voilà. Juste après. Pour les dédicaces, elles sont présentes sur le stand. Là, on va vraiment faire une session question-réponse. Vous êtes sur votre stand toute la journée, de toute façon. C'est au deuxième étage. On a deux séances. Jusqu'à demain. Vous êtes là demain aussi. Après, on est là demain et tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. On te fera ça avec plaisir. Il y a une question juste ici pour monsieur qui vient de très loin. Ah. On va passer le micro avant. Attends, on va donner le micro. Déjà, est-ce qu'il y aurait des moyens de parler de doublage avec vous? Justement, pour avancer dans sa carrière, ou justement parce que je veux devenir une future comédienne de doublage, pour donner des émotions vraiment au public, ou peu importe. Si c'est possible. C'est bien, tu veux devenir comédienne de doublage. Oui, et je m'en souviens qu'une fois j'ai essayé de faire le fameux cri de Luffy quand il y a la mort de Ace. Bon, Eric et Ace. Et une fois j'ai crié tellement fort que le micro a saturé. Pour toi, tu dis, toi, t'as essayé, le micro est saturé. Oui. Moi aussi, des fois, ça sature. Oui. Justement. Mais je comprends qu'on ait envie de faire des choses spectaculaires. Mais je sais que c'est pas des choses simples.
Mais peut-être que commencer tout simplement par tu vois, trouver le ton juste sur des choses simples, t'es déjà bien parti. Oui. Parce que, ok, ça marque les gens, les moments, mais qu'est-ce qui marque les gens? C'est pas tellement la voix, là, quand il crie Ace ou quand il est en situation tragique avec Sanji. C'est surtout l'émotion. Oui, c'est ça. C'est une émotion qu'il faut être capable de donner. D'ailleurs, il y a une technique pour l'émotion, parce qu'on me demande souvent si je pleure vraiment quand... je pense que Carole me pose la même question. En fait, dans ce métier, si tu pleures vraiment... Oui, ça il y a peu de chances que tu arrives à faire du vraiment bon boulot. C'est une technique aussi, tu vois. Tu peux être à la fois tout à fait sincère, de donner ton émotion, ton cri avec une immense sincérité. Ça va te remuer toi aussi, moi Stéphane, ou je pense à Carole, mais si tu pleures et tout comme dans la vraie vie, ce sera mauvais. Je pense. Oui, oui. Mais donne ton avis, ça m'intéresse. En tout cas, si je peux vraiment discuter avec soit toi Carole, soit toi Stéphane, justement de la direction artistique, parce que justement, je m'entraîne énormément, j'ai fait du théâtre, j'ai fait beaucoup de choses dans le doublage, des petits projets en cours, et franchement, je m'entraîne énormément, je ne lâche rien. Écoute, si tu fais les choses avec amour, que tu comprends bien les situations, en effet, on a un métier, c'est un métier, et il y a beaucoup de gens passionnés, et de plus en plus sur les réseaux sociaux, on voit sur TikTok, etc., des gens qui se mettent au doublage, qui font ça de façon assez étonnante, vraiment bien. Mais c'est un métier, on est comédien, on a eu un parcours professionnel, on est sorti soit d'école, soit d'une pratique depuis des années. Et donc c'est vrai qu'il y a de la technique vocale, il y a également une intelligence du texte, du sous-texte, et c'est important de bien capter la situation que tu dois jouer et l'enjeu. C'est quoi l'enjeu? C'est quoi le but de cette scène? Oui, et surtout comprendre l'intention du personnage. Voilà, c'est quoi ma mission là-dedans, et puis capter l'émotion et s'inspirer et respecter la version originale. Parce que donc on parle de doublage, il y a également les créations de voix animées. Alors ça c'est une autre partie, mais disons que dans le doublage, on fait une seconde version, et on s'inspire beaucoup, on a beaucoup de respect dans la direction. Moi je suis directrice artistique aussi, et donc c'est vraiment d'essayer d'être au plus proche de la version artistique, mais par exemple, la version originale, je veux dire artistiquement, maintenant le français c'est une langue plus plate. L'anglais par exemple, si on parle de l'anglais va être beaucoup plus chanté. Si je commence à vouloir être trop proche d'une version originale, il ne faut pas que ce soit sur uniquement le son, reproduire du son. On est vraiment dans l'intention et l'émotion. Et ça j'ai l'impression que tu as compris. Oui, et en plus, je me souviens que quand j'étais petite, ça n'a pas vraiment rapport, mais je m'en souviens que j'ai interprété, entre gros guillemets, les répliques de certains personnages des dessins animés parce que ça m'amusait, et à un moment je me suis mis à parler japonais sans aucun contexte. Il y a une amie à moi qui est venue me voir, elle me dit Maya, tu fais du doublage? Je fais non. On me dit essaye, ce serait bien. Je dis là, si j'ai l'occasion de pouvoir montrer de quoi je suis capable, alors je le ferai. Mais t'habites où? J'habite. Là maintenant j'habite à Clermont depuis 1 an, mais avant j'habitais à l'île de la Réunion. D'accord. Et il existe des écoles de théâtre, je suppose bien. Est-ce que tu as essayé d'aller dans un conservatoire? Elle a dit qu'elle a pris des cours. Oui, j'ai pris des petits cours de théâtre, vraiment justement. J'étais même dans un club au collège, du coup. Je me suis dit, ça pouvait être intéressant, et franchement, je me suis amusée. Le travail et la passion, et surtout t'amener à ce métier. Mais franchement, je veux faire tout pour. Je suis désolé d'interrompre la conversation, il y a beaucoup de questions, donc on vous remercie pour votre question et votre échange. À poursuivre sur le stand des dédicaces. La main, les questions. Ouais, juste ici, devant. Ah, c'est bon. Juste après. Je te garde en mémoire. Ça serait une question pour les deux doubleuses. Ça serait, qu'est-ce que vous pensez de vos séries respectives ou de la série de l'une de l'autre? Qu'est-ce qu'on pense de la série de l'une de l'autre? Oui, et vos séries respectives que vous avez doublées. Oula. Moi, je connais pas. Non, mais ta série respective déjà, à toi. Alors, ma série respective, que je respecte. Beaucoup. J'en pense beaucoup de bien, mais je mentirais si je disais que je la connais moins bien que vous tous, je suis sûre. Voilà, et pourtant c'est pas du désintérêt, je fais pas ça comme ça par-dessus la jambe en foutant. J'apporte beaucoup de cœur et de passion pour ce personnage, je soigne mon travail le mieux possible. Mais c'est vrai que c'est pas de ma génération en plus, donc je ne regarde pas chaque épisode. Parfois, vous me posez des questions sur des arcs, et je ne sais pas de quoi on parle. Voilà. J'ai peur de vous décevoir, mais
Non, pas du tout. Et quand est-ce que je pense... Alors, du bien de Carole, énormément, parce que c'est une actrice géniale. Non, géniale. Il faudrait que je te dise, j'ai vu une petite vidéo qu'elle a sortie récemment où elle fait combien 7-8 voix de suite. J'étais sur mon cul quand elle fait ça, quoi. Elle est géniale. Bon, voilà. Mais Naruto, je connais... Non, voilà, c'est un personnage qui a une espèce d'escargot sur la tête. Je m'y mets demain. Alors, concernant Naruto, la série de Naruto, ce que j'en pense, c'est une série qui m'a beaucoup touchée, que j'ai découverte en la jouant, mais comme Stéphane, on enregistre parfois pas du tout dans l'ordre. On enregistre certaines séquences où on apparaît, mais pas toutes. On ne regarde pas l'épisode en entier. Et donc, en effet, comme tu disais, on a dû rattraper au départ pas mal d'épisodes qui étaient sortis et on attendait la version française, donc on a beaucoup enchaîné. Et donc, on se concentrait essentiellement sur les parties de nos personnages principaux. Donc, on ne voyait pas les épisodes dans leur entièreté. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas des experts comme vous, certainement, qui avez regardé la série en entier et chaque épisode dans le détail. Maintenant, évidemment, ça fait partie de nos vies depuis longtemps et ce qu'on en retire, c'est souvent avec Brigitte Lecordier, vous avez vu peut-être sur Internet nos échanges à trois, c'est qu'on est touchés toutes les trois par l'humanité qui ressort de ce manga, les valeurs et ce que ça apporte aux gens au niveau cadre dans la vie. C'est des repères, c'est des valeurs et l'amitié, la famille, avoir un but, le défendre à tout prix. Le courage, voilà. Et donc ça, je pense que c'est des points communs entre nos trois séries, entre nos deux séries. Et donc, je ne connais pas One Piece vraiment. Ceci dit, je connais Stéphane, pas mal, et dans la vie aussi. Et donc, elle a énormément de qualité également et de talent. Et pas que dans le manga. Elle a doublé des personnages incroyables. Elle a fait des voix dans des films, des doublages de comédiennes connues. Et elle fait ça avec beaucoup de talent. Donc, non, mais ce n'est pas que crier, que d'être un personnage forcément rival. Voilà, on n'est pas que des gamins ou des ados, des jeunes adultes dans des mangas. On est également des comédiennes qui font des doublages. Elle fait aussi Maman Pig. Voilà, elle fait aussi Maman Pig. Bon, moi, je fais Mabel Pines dans Gravity Falls, je ne sais pas si vous connaissez. J'adore mon tantine chérie. Bon, évidemment, on fait des choses comme ça, on s'amuse, c'est très créatif. Mais voilà, donc, mais j'apprécie les séquences que je vois et tout ce qu'elles m'ont dit et tout ce que les fans me racontent parce qu'ils me parlent aussi de One Piece. C'est très rigolo, ils font des comparatifs, ils m'expliquent des choses et je fais ok. Oui, il y en a des fois, vous venez devant nous puis vous dites ouais, moi désolé, je préfère Naruto. Et inversement. Voilà, et on se dit oui, c'est pas grave, je te pardonne quand même. Dégage. Non, pas du tout. Il y avait une question par là, si je dis pas de bêtises. On va passer le micro. Lève bien la main. Lève bien la main. C'était une question par rapport à la série. Est-ce que vous savez à peu près dans combien d'épisodes la série One Piece et Naruto vont se terminer? Et aussi, c'est laquelle scène que vous avez le plus aimé doubler? Non, évidemment, on n'est jamais dans le secret des dieux concernant... en plus, il y a des arrêts parfois sur One Piece qui sont dus à des raisons qu'on ne connaît pas parfaitement. On peut imaginer que Eiichiro Oda n'est pas toujours au top de sa forme niveau santé. On sait qu'il est très très protégé. Donc moi, il y a une estimation qui est faite à 3 ans environ, avant de savoir ce que c'est que ce One Piece. Je sais pas. Autrement, c'était quoi la question? C'est laquelle scène que vous avez doublée? Alors oui, toujours les gens pensent que ça va être forcément la scène de Ace, la scène... J'ai du mal à pas y penser parce que vous me la rappelez, vous, beaucoup. Mais ce qui me plaît dans la série en général et dans ce métier en général, c'est la variété. C'est le fait de passer de scènes où j'adore quand il est avec son équipage et qui font des fêtes, qui sont un peu fous, qui est une espèce de folie d'enfant. Le fait très comme ça, très gamin, il adore bouffer, il adore rigoler, il adore chanter, tout. Et donc la voix aussi suit comme ça une humeur très variée. Et c'est ça qui est riche
Alors oui, c'est chouette de faire une scène, entre guillemets, spectaculaire parce qu'elle est déchirante, mais les cris et tout, on connaît finalement. En tout cas, les cris de combat, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. J'aime mieux les choses plus nuancées. Voilà, je vais pas faire. Donc, redis-moi ta question. On digère, excuse-moi. Et du coup, c'est laquelle scène que vous avez le plus aimé doubler? Oui, moi, la scène, ce sont les scènes avec Jiraiya qui m'ont bien fait marrer. J'avoue que ce personnage, je le trouvais très chouette et l'échange avec Naruto était particulièrement... Après, il y a les scènes avec Sasuke, bien sûr, et ça, je sais que ça plaît beaucoup aux fans. Mais disons que j'aime bien l'humour et l'émotion. Donc, c'est vrai qu'avec Jiraiya, il y avait pas mal d'humour. Et puis, avec voilà, son démon intérieur, Naruto, son renard, voilà, les scènes où il va y avoir... je ne sais pas si je vais dévoiler des choses, vous savez peut-être ce qui s'est passé, mais voilà, quand il perd cet être, il perd ce démon, cette scène d'émotion était très forte et j'avoue que j'ai versé la larme. Voilà. Donc c'est les scènes d'émotion et d'humour qui me plaisent le plus dans Naruto. Une question, je suis un peu haut maintenant pour varier un petit peu, donc je te laisse le micro, vas-y. Est-ce que c'est vous qui faites les deux, la voix en chinois et la voix en français? Alors, est-ce du chinois? C'est asiatique, tu as raison, mais disons qu'il y a peut-être un doublage chinois. Tu as vu une version chinoise? Dis-moi. Non, voilà. Donc c'est une version japonaise, en tout cas pour Naruto et pour One Piece. Hein, donc c'est du japonais, et voilà. Et c'était quoi ta question? Redis-la bien fort. Est-ce que c'est vous qui faites les voix en japonais et en français? Voilà, non, la version japonaise est faite par une comédienne japonaise. Mais aussi une femme, hein, chaque fois. Comme c'est aussi Naruto comme pour One Piece. Alors, voilà, alors on peut dire peut-être pourquoi une femme parce que en général, donc il y a beaucoup d'épisodes, beaucoup de travail, et les enfants, les jeunes ados, vont encore à l'école, au lycée, au collège, et donc il faut doubler beaucoup de quantité d'épisodes, et donc on travaille des jours et des jours d'affilée, alors que les gens qui sont encore aux études sont libres les mercredis, les samedis ou en soirée, et donc il y a une législation qui protège les enfants aussi. Il n'y a qu'un certain nombre d'heures qu'ils peuvent travailler, du coup ils prennent des femmes qui peuvent être beaucoup plus disponibles. Voilà. Et puis les voix féminines sont certaines voix féminines dans lesquelles tu entends le ton. Il y a des graves. C'est très facile, c'est assez proche des voix de petits garçons ou des voix d'ados. Et un détail tout bête, technique, les enfants muent. Ce qui fait que c'est compliqué d'avoir une cohérence avec le temps. À ce propos, j'ai une expérience personnelle. En fait, je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé Franklin. Ouais, voilà. Et donc, il y avait la voix de Basile, qui était faite par un garçon qui a commencé à muer. Je me baladais dans les couloirs, on m'a dit « Carole, tu peux venir essayer la voix de Basile ?» Et donc, c'est moi qui suis devenue le lapin Basile, la voix française de Basile. Et le pauvre petit garçon s'est tué. Non, il a commencé à bosser beaucoup dans d'autres séries. Et donc ça faisait Hey Franklin, tu me passes le ballon. Voilà. C'est la petite voix de Basile dans Franklin. Qui ressemble à Naruto. Moi j'ai une question pour Carole, je peux? Comment t'as fait ta première voix de petit garçon ou de garçon? Mais ce qui s'est passé, écoute, c'était laquelle? Je pense que c'était celle-là. Ah ouais? Je pense que et tu savais que tu faisais... Non, j'étais dans les couloirs, vraiment, et puis ils me disent, on a un souci, ils commencent à muer, on sait que les femmes savent faire en général des voix de petits garçons, et moi je faisais des voix de femmes et de jeunes filles, Bloom dans les Wings, enfin des voix plus de filles, quoi. Et on m'a dit, tu pourrais essayer une voix de petit gamin, puis j'ai dit, oui, pourquoi pas, et ça a commencé, j'ai découvert ma voix de petit garçon, en faisant un remplacement, de voix qui mue, justement. Bonjour. Déjà, je voudrais juste vous dire quelque chose avant ma question. Je voulais déjà vous remercier, vous deux, d'avoir bercé notre enfance avec vos voix. Vous avez bercé l'enfance de millions de personnes et je vous remercie pour ça parce que c'est génial. Merci à toi et à vous tous. Merci.
Et ma question, du coup, j'espère que ça sera pas trop personnel, mais j'aimerais savoir si vous pouvez vivre uniquement de la comédie de doublage ou pas du tout. Ne faites pas ce métier pour l'argent. Pour le moment, c'est pas une bonne idée. Voilà. Bon. Si on peut vivre, oui. Oui. Mais encore une fois, il ne faut pas s'attendre à... Je sais pas quoi répondre à cette question, c'est délicat. Oui, en fait, ça dépend. Évidemment, on peut gagner pas mal d'argent sur certains, on va dire, produits. C'est horrible de parler comme ça. Ça dépend à quelle production, ça dépend comment. Mais c'est vrai que ce métier, on ne le fait pas pour l'argent. Voilà, c'est pas là-dedans que tu vas gagner le plus. Que ce soit le théâtre, même le cinéma, la télévision, le doublage, le film de manga, les séries télévisées. Il faut le faire avec passion, amour, parce qu'on ne sait jamais. D'un jour, tu sais, Stéphane et moi, par exemple, pourtant on bosse beaucoup, on a beaucoup bossé, on a fait partie des comédiennes qui avons cette chance d'avoir plusieurs voix. On a notre voix de femme, nos voix de femmes plus âgées, de femmes plus jeunes, d'adolescentes, et également de personnages un petit peu cocasses, comme toi tu disais dans Dino Train, ou voilà. Donc nous, on a cette chance d'avoir un éventail, une palette vocale large, ce qui nous permet de beaucoup travailler. Mais il y a des comédiens, des comédiennes qui sont connus, qui font des voix d'acteurs très connus, et qui ne savent faire que cette voix-là. Et c'est pas leur truc. Hein. Donc nous, on a cette chance-là, c'est vrai. Mais néanmoins, on fait ce métier par passion, parce que d'un mois à l'autre, on ne sait pas ce qu'on va gagner. En général, on ne sait pas ce qu'on va gagner. On n'a pas un salaire fixe. Tu vois. Donc ça dépend justement de ce qui arrive ce mois-là, ce qui est au programme. Et on n'est pas, comme tu disais, dans les pensées des dieux. Ah oui, dans les secrets. Dans les secrets des dieux. Donc on est informé en dernière minute. Moi, on me demande par certains d'entre vous, ce sera quand l'enregistrement de ceci, de cela. On ne sait pas. Nous, on nous prévient. Oui, des fois les gens nous parlent, et puis les gens nous parlent comme si c'était nous qui écrivions ce manga. Ou qui le concevions. La plupart, vous êtes persuadés que je sais ce que c'est le One Piece. Je vous jure que tout. Exagère, mais pas. Voilà, on n'est pas aussi expert que ça, c'est certain. Il y a une question sous la voix, a priori. Alors, je voulais poser une question. Par exemple, quand Luffy est seul, pas avec son équipage, est-ce que vous avez senti un manque, pas sans les autres voix en fait? Est-ce que vous sentez seul quand vous écoutez Mais horriblement! Non, c'est vrai, je déteste. J'ai des mots, je suis un peu excessive. Non, je n'aime pas. Je l'ai déjà dit aussi, les arcs. Je m'approche, j'ai coupé les arcs où il est sans son équipage, je dis pas que c'est sans intérêt, mais m'ont paru. Oh putain, je propose qu'on applaudisse ce technicien. Mais et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que quand on suit le manga, comme vous le faites, ça ne vous dérange pas particulièrement les arcs. Mais moi, les périodes longues où il était sans Nami, Sanji, Zoro, Usopp, même Usopp qui est pénible, parfois ça m'a paru très long. Et puis il faut savoir qu'en studio d'enregistrement, on enregistre aussi avec des partenaires. Et donc nous, on aime bien en général, comme on est comédienne, on aime bien jouer, on aime bien se donner la réplique. Et quand on se retrouve tout seul en studio, c'est sympa, mais pas trop quoi. On aime bien avoir un partenaire avec nous, ou des partenaires, et on rigole, on blague, on a nos pauses, on parle de nos personnages, de situations. Je sais pas si c'est... Et bien sûr, et souvent le jeu est meilleur. Et le jeu est meilleur parce qu'il y a une énergie. Voilà, une interactivité. Et on répond directement. Alors bon, moi j'ai déjà dit aussi ça, mais je sais pas pourquoi je répète chaque fois, mais parce que c'est vrai. Mais, je demande toujours, le maximum, le plus possible, quand on enregistre des épisodes de One Piece, de passer en dernier, ou quasiment en dernier. C'est-à-dire que j'ai au moins la chance d'avoir au casque les voix de mes partenaires. Ce qui me permet de réagir à une voix qui m'a précédée, quoi, à un jeu. On sent que ça se répond mieux. En général, les scènes qui sont les plus touchantes ne sont pas des scènes où les acteurs ont enregistré séparément. C'est des scènes où on a joué ensemble, tu vois. Donc oui, on préfère ne pas être seul. Comme le fait avec son équipage. Bonjour. Du coup, j'avais une question, ça serait quand vous regardez un... Excuse-nous. Faites bien coucou parce que l'on ne voit pas ici. Ouais. Quand vous regardez un film ou une série et que vous reconnaissez un collègue, est-ce que ça vous sort pas du film? C'est vrai que
J'aime beaucoup les versions originales, personnellement dans des films, parce qu'on connaît pas mal les gens du métier. Mais après, on peut apprécier justement. Et moi, quand un copain arrive à me faire... Enfin, j'arrive à ne pas penser que c'est un ami qui a fait la voix d'un acteur, et que je suis complètement dans le film, je dis waouh, il a fait du bon boulot parce que j'ai complètement oublié sa voix, que je connais pour autant. Tu vois, et donc là, je dis chapeau pour son travail artistique. Mais c'est vrai que je reconnais les voix et que je peux facilement être distraite d'un film quand je reconnais les voix des copains. Ouais, j'ai rien à ajouter, elle a parfaitement répondu. Enfin, je suis d'accord. Merci. Je posais une question. Là-haut, sur la montagne. Le plus haut possible. Ouais. C'était à propos du doublage de One Piece. J'avais lu que bon, il y avait une. Désolé, j'y arrive pas trop. Prends ton temps, tranquille. Il y avait une. Je crois que pendant un certain nombre d'épisodes, c'est pour le second doublage, ça avait été doublé entièrement en Belgique, et qu'ensuite, jusqu'en 2017, ils étaient partis majoritairement en France, même s'ils avaient gardé un certain nombre des comédiens, comme la comédienne de Luffy. Du coup, je me demandais comment vous vous étiez débrouillé. On a pris le train, ils ont pris le train. Très bonne réponse, je n'ajouterai rien du tout. Parce que ça, c'est la cuisine et les magouillages des productions, avec lesquelles je suis parfois d'accord, parfois pas, et je dirais rien d'autre, c'est tout. Mais voilà, il faut savoir que les comédiens se déplacent. Entre la France, on est en Europe et la francophonie n'est pas limitée à la France et à Paris. Voilà, en doublage. Et à partir du moment où on respecte le travail des autres et voilà, où les séries ne sont pas piquées, après c'est en effet des questions de production qui sont indépendantes de nos volontés. Nous, on a vraiment la partie artistique. Voilà. J'ai d'autres questions. Levez la main là-haut, ceux qui ont des questions. Bon, on en a une là. Vas-y. Moi, j'avais une question qui revenait un peu sur la question d'un autre juste avant. C'est par rapport à ce que vous disiez, il y a de plus en plus de public qui s'intéresse vraiment à ce travail que vous dites de l'ombre, des doubleurs, donc des comédiens de doublage. Est-ce que c'est des choses comme les vidéos, par exemple, McFly et Carlito qui avaient fait un concept sur les comédiens de doublage, où je crois que Stéphane était dedans de mémoire. Est-ce que c'est des choses qui ont changé vraiment concrètement quelque chose, ou c'est juste ça a mis la lumière sur votre métier Si, je veux bien reconnaître que vous êtes extrêmement nombreux à me parler des interventions, que ce soit Combini, la vidéo avec Carole et Brigitte Lecordier. Oui, mais ça avait déjà du succès avant. Ça, c'est venu parce que ça avait déjà. Ah non, mais ça augmente. Ça augmente la visibilité. C'est-à-dire que, oui, vous êtes très nombreux à me dire, je vous ai vu, j'ai pas que et Carlito. Du coup, ça permet une chose juste, c'est que quand je prends le train, dans la gare, on me court derrière en me disant « vous êtes là, moi je suis ». Ce qui n'est pas déplaisant, au demeurant. Mais concrètement, dans la manière dont le métier est vu, vous n'avez pas de chance. Si ça, je sais pas. Redis-moi la question. Si vous, dans la manière d'exercer le métier, ou même dans la manière où votre métier est perçu, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans la vie sociale, est-ce que ça a changé quelque chose, ou c'est toujours considéré entre guillemets comme un travail de l'ombre sans... Non, ce n'est plus du tout un travail de l'ombre. Grâce à vous, grâce à à l'intérêt que vous y portez. En fait, au Japon et aux États-Unis, au Japon, les gens c'est des dieux, quoi. Hein. Donc les seiyuu, donc les gens qui font les voix de manga, d'animé. Les voix de doublage sont vraiment considérées comme des stars. Après, c'est arrivé aux États-Unis, c'est un mouvement pareil, ça a pris une certaine ampleur, et puis c'est arrivé en France, et maintenant la France dépasse, je ne sais pas si tu peux me confirmer ça, que la France dépasse même les États-Unis par rapport à cet engouement, ce fanatisme. Ici en France, il n'y a pas un week-end sans convention, sans un festival, c'est de la folie, c'est vraiment quelque chose qui, ça fait plus ou moins 10 ans, mais j'ai l'impression que depuis 5 ans, c'est vraiment très 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 fort, et on a vraiment cette culture. Oui, mais ça a vraiment pris. Non, 20 ans, je pense pas, parce que moi j'ai été invitée il y a 20 ans dans des conventions, c'était pas pareil quand même. Hein. Non, le doublage, les voix. Donc, oui, les festivals, les conventions existaient, c'était des gens fans de manga et de cet univers, mais les voix de doublage, on n'était pas considérés pareil. Moi j'étais invitée, on nous posait des questions, mais bon, voilà. Tandis que maintenant, il y a vraiment un intérêt particulier. Ouais, je vais compléter ce que tu dis. En fait, c'est venu par plusieurs vagues, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà des voix qui étaient très célèbres. Je pense à Richard Darbois, je pense à
Alexis Thomasian, des choses comme ça, Donald Renew. Il y a des voix qui étaient très célèbres, et puis en fait, le fait de s'intéresser à ces voix fait qu'on s'est intéressé à d'autres, puis on s'est intéressé à d'autres, puis on s'est intéressé au métier dans sa globalité, et en fait, c'est venu, mais en fait, comme tout, c'est venu par vague, en fait. Et je crois que tu as raison, c'est cette visibilité en interviewant les gens. Il y a eu également les voix des Simpsons, hein, le couple, donc, qui sont venus ici, voilà, qui sont des gens charmants. Et donc cette visibilité, on va dire, sur les réseaux sociaux, hein, sur YouTube, etc., d'abord, et puis après les autres réseaux sociaux, a énormément joué en notre faveur. Et donc évidemment, ça a un impact sur notre façon de percevoir notre propre métier. Et l'important, c'est le rôle aussi qu'on y joue. Ce n'est pas que de faire la voix d'un manga. On sait que ça a un impact également qui va jusque dans vos vies, d'après vos témoignages. Il va nous rester le temps pour 2-3 questions. Je crois qu'il y en avait par là. En bas derrière. Il y en a un après ici. Bonjour. En fait, on s'est posé une question. C'était en tant que doubleuse ou doubleur, est-ce qu'on vous fait écouter auparavant la voix en japonais, par exemple, et vous vous en inspirez, ou est-ce que vous travaillez vraiment par rapport à... Enfin, est-ce que c'est vous qui insufflez vraiment ce que vous pensez du personnage, ou est-ce que vous... Voilà. Non, le respect dans ce métier est très important pour les voix originales. Donc on se base, que ce soit pour du manga ou n'importe quel autre produit, on essaye d'être le plus proche possible, de ne pas trahir l'acteur ou la voix initiale. Maintenant, avec le japonais, il faut bien en comprendre que le japonais sonne très différemment du français. Et la voix ne se place pas de la même façon. Donc forcément, on ne peut pas faire une... De toute façon, ce n'est pas un métier d'imitateur. J'aime pas tellement ce terme-là. Parce qu'il faut vraiment avaler la chose et la digérer et en faire un truc personnel tout en respectant parfaitement ce que fait l'acteur original. En fait, on respecte la création de base. Il y a eu une création. Il y en a en français. Moi, j'avais fait les podcasts. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à des gens qui sont passés sur France 2 ou France 3. C'est une création française. Et bon, là, c'est différent, évidemment. Mais sinon, on respecte, en effet, on se base sur la création, puisque les créateurs, les auteurs, et les producteurs ont des exigences, et la direction artistique a été dans un sens. Et il n'y a pas de raison de tout à coup s'approprier ça et puis d'en faire sa mayonnaise, tu vois. Donc, en tant que directeur artistique, tu te dois de respecter l'auteur et les intentions de départ, et donc on s'inspire évidemment de ce qui a déjà été fait, déjà été écrit. À partir de là, toi qui diriges, moi je n'ai jamais dirigé, mais le choix des acteurs, les castings sont très importants. Et je comprends que sur certains castings, notamment le mien, enfin celui de filles, ils ont fait gaffe. Parce qu'ils savaient peut-être pas que ça allait durer autant d'années, mais ils savaient qu'on s'engageait dans une série qui était longue. Et que donc si on se groupe, parce que les gens, malgré tout, la preuve, ils s'attachent. Ils s'attachent à une voix, à un personnage, à un travail. Ouais. Et puis ils s'identifient. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que quelqu'un, j'aimerais beaucoup que quelqu'un sait venir faire un Luffy. Quelqu'un qui aimerait venir faire une voix de Luffy ou quelqu'un qui aimerait faire une voix de Naruto. Ça va bien, alors. Oui, bien sûr, je dis. Allez, la dernière question pour le haut. Je voulais savoir, au niveau des tournages, est-ce que vous arrivez régulièrement à être en équipe ou pas du tout? Parce que je sais qu'avant le Covid, vous étiez plusieurs acteurs à tourner ensemble, mais pendant le Covid, ça s'est arrêté. Et après, maintenant, est-ce que vous avez toujours à tourner en équipe ou c'est individuel? Donc en fait, tu parles du tournage, donc on va dire d'enregistrement, de session d'enregistrement. Écoute, évidemment pendant le Covid, on était obligé d'être seul, vu les conditions sanitaires, mais voir des studios se sont arrêtés, c'était une période très difficile pour nous tous dans notre métier, pour gagner nos vies, et puis voilà, c'était quelque chose d'éprouvant d'être seul dans un endroit comme ça, avec ces réglementations. Mais maintenant, non, on retravaille ensemble. Alors c'est progressif. Moi, je sais que, oui, quand c'était encore un peu entre deux, j'ai demandé à rester seule au micro. Mais maintenant, je préfère à choisir, comme on avait expliqué, enregistrer ensemble. Et maintenant, c'est entièrement... On est revenu à la normale. Peut-être les périodes d'hiver, on va refaire... Moi, je trouve qu'on est moins au micro. Mais ça va, si on est deux, on partage des séquences importantes, c'est bien déjà. Voilà, on essaye de trouver des scènes où il y a entre 2 et 3, mais disons que les rôles principaux, c'est en général à 2, parce qu'on a déjà pas mal de séquences, donc
on intervient, on est en interaction avec un partenaire et pas avec tant de partenaires que ça. Et puis il faut savoir que quand on est trop au micro, ben, le son est différent et les rôles principaux sont quand même faits à 2 ou 3, rarement plus au micro de toute façon. On va avoir le temps pour une toute dernière question rapide, s'il vous plaît. Qui est une question rapide, si possible en bas, juste en bas. C'est la dernière question, ensuite après on fera des petits essais de doublage, on verra qui est le plus fort. Est-ce qu'on pourrait chanter le rhum de Binks? Le pardon? Le rhum de Binks, le bon rhum de Binks. On entend très mal, est-ce que tu peux parler le bon rhum de Binks? La chanson. J'ai pas la. Je comprends pas, j'ai pas la ref. La chanson n'a pas la ref. La chanson de One Piece. Je crois qu'elle a compris. Ah, elle a compris. Redis-nous, explique-nous. En fait, il y a Moreau qui fait un. En fait, un instant de guerre. Ah, je sens que tu vas la voir, mais pas maintenant. Et là, c'est parti. C'est dans ta série. J'ai pas compris. C'est pas ça que je vais faire du coup. Mais Luffy, il la chante souvent. Ah, c'est Luffy qui chante. Tu sais faire cette chanson où il fait. Je sais pas quoi. Non. C'est pas toi qui. Voilà, souffle à Stéphane ce qu'il faut faire. Bah, moi, je sais même plus. Ah, bah alors tu descends. Il y a quelqu'un qui sait. C'est qui fait la chanson? Il faut nous sauver la mise. Et toi qui as l'air de nous poser la question, peux-tu nous. Allez, hop là. Mais si, on est entre nous. Allez. Ah, mais voilà, il fallait préciser. Non, mais alors ça, c'était quasi une impro. Hein. Je veux dire, c'est quand il se balade en forêt. La 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 la. Il était complètement cinglé, quoi. Et d'ailleurs, ils m'ont quasiment. Alors, j'avais une rythmo, mais ils m'ont quasiment laissé libre d'inventer. Enfin, j'avais respecté le canevas, etc. J'ai pu m'amuser comme une dingue. Je me suis beaucoup amusée. Allez, qui a envie d'essayer s'essayer du coup avec quelqu'un? Est-ce qu'on a un Naruto? Ce serait gai d'avoir un Naruto aussi. La réplique quand même. Est-ce que quelqu'un ferait. C'est quoi ta vraie fille? Il n'y a peut-être pas de Naruto dans la salle? Qui veut s'essayer? Qui a pas peur? Même pas peur? Même pas peur! Ah, non? Personne? Bon. Bah, tu vas faire Naruto? Non. Désolée. Alors, tu t'appelles? Maya. Maya. Alors, Maya, tu vas nous faire quoi? Ou alors, J'avais en fait le cul de Alice dans ma tête parce que c'est celui que je ressemble. Oui, un peu. Alors, attends, ne casse pas le micro. Donc, la règle du jeu, c'est quoi? C'est de tenir loin? Ouais. On va faire le roi des pirates, ce sera moi ensemble en même temps, ce sera pas mal. Alors, moi je dis le roi du pirate, tu dis dans la France. Ah, c'est ça. 3, 2, 1. Le roi des pirates, ce sera moi! Et personne n'a envie d'être le plus grand Hokage ici? Allez, il y en a un volontaire ici, allez, viens. Rapidement. C'est Sasuke qui vient faire Naruto, c'est ça? Voilà. C'est Sasuke, c'est pas. Alors un jour je deviendrai le plus grand des Hokage, on y va ensemble? Oui. Alors, vas-y, tu comprends? 1, 2, 3. Un jour je deviendrai le plus grand des Hokage! Allez, hop! 2, 3, je serai le plus grand des Hokage! Bravo. Tu t'appelles comment? Ludovic. On peut encore un peu de Ludovic. Et Maya. Et tout le monde, surtout l'applaudir bien fort Carole et Stéphane pour l'instant. Si vous voulez les retrouver, on aura une deuxième conférence ici demain, même salle, même heure, où on parlera encore Naruto de One Piece, mais on parlera aussi de tout le travail que j'ai fait. Restez en faire une photo tous ensemble. Il paraît qu'on va faire une photo avec vous dans le fond, donc si vous voulez Restez pour asseoir, le temps qu'on fasse la photo. Approchez-vous, milieu aussi. Merci. Approchez-vous tant que vous pouvez, vous aussi, vous pouvez mettre au Ne partez pas. Redescendez si c'est possible. On va faire une grande photo. Et surtout, restez dans quelques minutes, on a une nouvelle rencontre. Bien, voilà, merci. On a une nouvelle rencontre Japon-France avec Mitsu et Tokyo Dojo dans quelques minutes.
Rapprochez-vous pour la photo si vous voulez. Ce sera une grande photo qu'on diffusera sur les réseaux sociaux.